Bitcoin hacked par des adorateurs de JPEG. Alors hacked, c'est pas tout à fait le cas, mais c'est un peu le cas quand même. Mais bon, quand même, pas tout à fait. Bref, c'est un peu compliqué. Si vous n'avez pas la ref, vous pouvez rien comprendre. Et c'est la raison pour laquelle je vais dans cette vidéo tout expliquer de manière simplifiée. Alors c'est lui, Kazay, qui a réussi à inclure dans la blockchain Bitcoin, à stocker dans la blockchain Bitcoin des JPEG, du son, un peu tout type de fichiers. Et pour une utilisation première évidente en ce moment, les NFT. Pourquoi on peut parler de hack en quelque sorte? Eh bien parce qu'il a utilisé le code de Bitcoin d'une manière inattendue du point de vue de ceux qui l'ont écrit. Et c'est exactement la définition d'un hacking en quelque sorte. Bien que cette utilisation ne remet pas en cause la sécurité du réseau Bitcoin. Par contre, elle a d'autres problèmes et on va voir ça un peu plus tard. Mais pour tout comprendre, il faut remonter à l'historique, à la genèse de Bitcoin et à des débats qui remontent à une dizaine d'années. Il y a fort longtemps, dans des temps immémoriaux, lors du tout premier bloc de la blockchain Bitcoin, a été écrit un message. Et oui, vous le savez certainement tous, Satoshi, dès le premier bloc de Bitcoin, ce qu'on appelle le Genesis block, a inclus de la donnée non nécessaire dans son bloc pour de la transaction. C'est un titre de journal. Alors ça peut paraître rien comme ça, on en a complètement rien à faire en réalité, mais vous allez voir que cet événement va nous emmener très loin. Un an plus tard, quelqu'un va avoir l'idée de stocker d'autres types de données sur le réseau Bitcoin. Ça va être un projet qui va s'appeler BitDNS. On va vouloir se dire, bah voilà, un DNS en gros c'est ce qui fait la connexion entre un nom, par exemple Google, et son adresse IP. Et vous savez, les ordinateurs fonctionnent pas en nom de domaine genre google.com. Il y a des adresses IP qui vont aller chercher vraiment l'adresse du serveur là où il habite physiquement, quoi. Et stocker des données DNS dans le réseau Bitcoin avait été vu à l'époque, en 2010, certaines personnes, comme une bonne idée. Et le problème, vous le savez, dans les blockchains en général, c'est que la mise à l'échelle arrive rapidement à un entonnoir et on a des problèmes. C'est la raison pour laquelle la blockchain Ethereum a des frais de dingue sitôt qu'elle est beaucoup utilisée, comme par exemple en bull run. Et c'est le cas aussi de Bitcoin. Dès qu'on arrive à un certain nombre de transactions par jour, bah, il n'y a plus énormément de place libre dans les blocs, même plus du tout. Et donc du coup là, c'est vraiment l'enchère, la compétition qui commence. Et la compétition qui commence, bah, c'est les prix qui explosent. Voilà, il n'y a plus assez de place, comme un peu dans la crise de l'immobilier, si vous voulez. Et donc du coup, tout ça, c'est des problèmes dont même Satoshi, qui était encore actif à l'époque, était très très conscient. Et il aurait dit, empiler tous les besoins de stockage de données décentralisées en un seul système est mauvais en termes de performance ou de mise à l'échelle. J'ai essayé de traduire ça comme je peux. Bitcoin et BitDNS peuvent être utilisés séparément. Les utilisateurs ne devraient pas avoir à télécharger tous les deux pour utiliser l'un ou l'autre. Et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui se servent de cette citation pour dire, voilà, Satoshi était pour un monde multi-chain, et donc du coup, ça justifie l'existence des altcoins, comme si Satoshi était une personne sacrée dont on peut faire la généalogie de chaque phrase pour découvrir la vérité comme on le ferait d'un texte sacré. Bon, donc certains interprètent la phrase d'une manière, certains d'autres manières, mais on s'en fout. Bref, BitDNS a disparu de la blockchain Bitcoin, donc pour ne pas la saturer finalement, et on a créé un autre projet qui s'appelle Namecoin, et ce projet a échoué. L'histoire de la saturation de Bitcoin par des données parasites
c'est-à-dire des données qui ne correspondent pas aux données nécessaires pour des transactions financières, ne s'est pas arrêté là, au contraire. Et donc finalement, il y a une guerre qui a commencé et qui s'est cristallisée autour d'un élément du code de Bitcoin qui s'appelle OP Return. J'ai fait une excellente vidéo sur le sujet de OP Return, et si tu veux savoir comment ça marche, eh bien je te renvoie vers cette vidéo et elle va t'expliquer comment ajouter un petit message dans la blockchain de manière fun, et en plus, si tu n'es pas un expert technique, tu vas certainement apprendre des trucs sur la blockchain Bitcoin, sur comment ça marche réellement une transaction, et c'est cool. Parenthèse publicitaire mise à part, donc la guerre s'est cristallisée autour d'un mot-clé, OP Return. Et donc deux grandes visions des choses se sont entrechoquées. D'une part, il y avait les partisans comme Satoshi qui a disparu du forum entre-temps pour dire que non, Bitcoin doit être concentré sur les transactions financières seulement, parce que sinon on n'arrivera jamais à avoir un truc efficace qui marche réellement, et on doit séparer les usages dans des blockchains différentes éventuellement si on a d'autres besoins, pourquoi pas. Et puis les partisans de se dire non, Bitcoin c'est la liberté, chacun doit pouvoir enchérir autant qu'il veut en payant en Bitcoin pour avoir de la place dans l'espace de stockage de Bitcoin. Et finalement, ça, c'est bon pour Bitcoin parce que plus il y a de frais, plus les mineurs gagnent de l'argent et plus le réseau est sécurisé pour son but premier, sécuriser les transactions. Finalement, aucun des deux camps n'a gagné et on a été obligé de trouver un compromis. Et ce compromis, en 2014, a décidé de limiter l'espace de stockage dans OP Return à quelques caractères seulement, qui permettent d'inscrire une phrase courte d'à peu près la même taille que celle de Satoshi dans le tout premier bloc. Et en aucun cas, avec ce petit espace de données, je peux stocker une image ou quoi que ce soit en fait. Et puis on passe directement de 2014 à 2017 avec la mise à jour SegWit. Et là, dans la mise à jour SegWit, on va introduire une nouvelle notion. On va séparer une partie des données de la transaction qu'on appelle les données witness et une autre partie des données de la transaction qui sont le reste. Dans cette partie witness, il y a par exemple les scripts Bitcoin. Les scripts Bitcoin, c'est ce qui permet par exemple de faire des wallets multisignatures ou de bloquer ces bitcoins à l'aide d'un mot de passe. On peut pas tout faire, mais on peut faire pas mal de trucs et c'est intéressant. Et bref, ça a été mis dans les données witness. Et c'est pour ça que depuis lors, les blocs ne sont plus de 1 mégabit pile, mais ils sont limités à 4 mégabits, même s'ils sont très très souvent en dessous de 2 mégabits, voire proches de 1 mégabit. Les données witness ne sont pas comptabilisées pareil, il y a une décote de 75% au niveau des frais. Donc c'est pour ça qu'on peut passer de 1 à 4 en fait. Mais une année plus tard, c'est le retour des gens qui veulent stocker des trucs sur la blockchain Bitcoin finalement pour profiter de sa décentralisation et de sa sécurité. Il y a deux protocoles qui vont faire littéralement exploser, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, l'utilisation de ce fameux OP Return. Et donc il y a deux protocoles qui sont responsables de cette augmentation de l'utilisation de OP Return. D'une part Veriblock et d'autre part Omni. Donc Veriblock c'est quoi? C'est une sorte de layer 2. Une layer 2 c'est quoi? C'est une chaîne qui va aller au-dessus ou à côté d'une autre chaîne et qui va se servir de la chaîne principale pour stocker des données de temps en temps de manière plus sécurisée qu'elle ne le fait elle-même afin de mettre, on va dire, des points de non-retour dans son état à elle. Et puis Omni, c'est quoi? C'est un truc qui avait pour ambition de pouvoir émettre des jetons sur la blockchain Bitcoin, un petit peu comme on en a sur Ethereum. Alors là, on voulait pouvoir émettre de l'USDT, par exemple.
Mais finalement, ces deux projets ont totalement perdu en popularité, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Quoi qu'il en soit, on a 10 gigas de données qui ont été générées par ces deux protocoles et qui sont maintenant stockées dans tous les full nodes de la planète. Et donc on peut partir du principe que certains bitcoiners ont raison. Ces 10 gigas distribués dans plein de nœuds, c'est un gaspillage inutile et OP Return n'a pas sa place sur Bitcoin. C'est ce qu'on pourrait penser. Mais on peut aussi penser l'inverse. Voilà, finalement, c'était peut-être une expérience nécessaire pour le réseau Bitcoin pour gagner en maturité finalement. Et puis aussi, il y a un autre élément, c'est que ce OP Return est dit prunable. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si d'une part on a des full nodes qui vont garder toutes les informations, il y a d'autres types de nœuds qui ne gardent que les informations nécessaires. Les informations nécessaires, principalement, c'est quel est le solde de chaque UTXO. Plutôt que de garder tout l'historique, de savoir de tout ce qui s'est passé dans tous les UTXO depuis le début, pour finalement valider les nouveaux blocs, on a besoin que d'une partie infime de toute l'information. Par exemple, les 10 gigas des OP Return, on n'en a pas du tout besoin, on peut les effacer. Et donc les mecs effacent tout ce qui n'est pas nécessaire et gardent que le solde, par exemple, de chaque UTXO. Et ça leur permet de ne pas être un full node, parce qu'ils n'ont pas 100% de tout l'historique. Par contre, ils ont 100% des données nécessaires pour valider de nouveaux blocs. Et donc ça faisait partie des arguments des partisans de OP Return en disant finalement ceux qui n'ont pas envie de stocker ces OP Return, ils peuvent aussi ne pas les stocker, il n'y a pas de problème. Bref, la guerre de l'OP Return semble toucher à sa fin, bien que cette fonctionnalité existe toujours, on voit qu'elle est de moins en moins utilisée, et donc du coup on peut raisonnablement penser qu'on est tranquille niveau saturation de la blockchain Bitcoin avec des données parasites. Ce n'est pas pour autant que la blockchain Bitcoin a décidé de se figer et de ne pas continuer à améliorer sa technologie. Et bien que Segwit a été assez dur à mettre en place et a provoqué beaucoup de débats, mais ce n'est pas le sujet du jour, on a rapidement trouvé un consensus sur Taproot, et une partie de Taproot a pour sujet le choix de favoriser la mise en place de nouveaux scripts. Donc vous savez, les scripts, c'est ce qui permet de faire les multisig wallets, mais aussi les machins techniques dont Lightning Network avait besoin pour se développer. Et donc Kazay a ressorti des vieux opcodes, des vieilles fonctionnalités de Bitcoin du placard, qui sont OP false, OP if et OP push surtout. Et là, il s'est aperçu qu'il pouvait bourrer la partie witness de données et donc ne plus avoir cette limite de quelques caractères du OP return. Et en bourrant cette partie de données, il peut tellement la bourrer que finalement il peut mettre des JPEG, du son. Donc sur la blockchain, ça donne ça, des caractères dégueulasses dont on ne comprend rien, mais vous voyez que ce n'est pas du tout la taille d'une transaction standard. Si vous allez sur d'autres transactions, vous verrez que ça ressemble pas du tout à ça. Et si vous le décodez, ça donne ça, ça donne une dame habillée en rouge. On peut même s'amuser à aller sur le site et voir qu'il y a tout un tas de trucs, et même du son, quoi. Alors écoutons ce que ça donne, le son stocké sur Bitcoin. Ok, pas incroyable, mais bon, en tout cas, on peut stocker du son sur Bitcoin et certainement même des musiques de qualité, qui sait. Alors, y a-t-il une limite à tout ça ? Eh ben oui, de toute façon, un bloc ne peut pas être supérieur à 4 mégabits, même en bourrant la partie witness. Et en plus de ça, il faut payer des frais, même s'ils sont 4 fois moins chers que dans le reste du bloc. Eh ben, il faut casser la tirelire au bout d'un moment, c'est évident. Donc déjà que OP Return a fait couler du sang et des larmes à foison pour quelques caractères, imaginez le drama
de stocker carrément un CryptoPunk, quoi. Surtout que la plupart des bitcoiners sont très anti-shitcoin, quoi. Ils sont assez... ils veulent du bitcoin pur et dur et ils veulent pas entendre parler de trucs bizarres autour, quoi. Mais en réalité, la communauté n'est pas monolithique. Il y a des gens qui veulent aller vers autre chose et même qui le programment et même qui le font. Finalement, cette nouvelle utilisation de la blockchain Bitcoin relance un vieux débat, comme vous l'avez vu, sur le trilemme de la blockchain. En effet, il est impossible, a priori, du moins on le pense aujourd'hui, d'avoir à la fois la décentralisation, la sécurité et la mise à l'échelle, ou scalability. Et donc du coup, la communauté Bitcoin, après le départ de Satoshi Nakamoto, avait tranché la question et avait dit finalement, la blockchain Bitcoin Layer 1, la blockchain telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'occupera de décentralisation et de sécurité, et pour la mise à l'échelle, on ira voir ailleurs, par exemple avec le réseau Lightning Network, pourquoi pas. C'est le sens d'ailleurs de la citation de Satoshi Nakamoto que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, moi y compris, ne voient pas d'un très bon œil cette nouvelle utilisation de la blockchain Bitcoin. Car même si c'est rigolo, quand vous y réfléchissez, il y a deux choses qui vont pas bien. Les transactions classiques, en quelque sorte, payent plein pot, et puis les transactions de type tête de singe ou CryptoPunk, elles vont avoir pour la majeure partie de leurs frais une réduction de 75%. Et ça, déjà, c'est pas juste. Si on veut favoriser les transactions classiques sur la blockchain Bitcoin, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut mettre des incitatifs qui vont carrément en sens inverse, en fait, qui vont dans le sens de, voilà, la partie witness qu'on peut bourrer, même si on le savait pas il y a quelques mois finalement, eh bien, elles doivent être plus chères, elles doivent être découragées par rapport aux transactions classiques. Autre problème, mettre dans la blockchain Bitcoin de plus en plus de données et passer de 1 mégabit à 4 mégabits si jamais ce protocole devient très très populaire, eh bien ça multiplie par 4 la taille de la blockchain. Vous le savez si vous avez vu ma vidéo sur Bitcoin SV, si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie vers cette vidéo pour vous en quelque sorte montrer que c'est un gros problème. L'augmentation de la taille des blocs, c'est l'augmentation de la volume de données que chaque full node doit stocker, et ça, c'est un grand frein à la décentralisation. Et finalement, cette nouvelle utilisation de la blockchain Bitcoin, si elle devient super méga populaire, elle pose problème parce qu'elle attaque directement la décentralisation de Bitcoin si cela venait à se développer. Et alors aujourd'hui, c'est des NFT, et on peut croire que les NFT c'est une mode qui va passer et finalement on s'en fout. Oui, mais on n'est pas obligé de stocker des CryptoPunk ou de la musique. On peut stocker d'autres choses. Et donc du coup, ça ouvre la voie vers d'autres protocoles qui pourraient se servir de cet espace de stockage de Bitcoin. Pourquoi pas un truc de DNS? Pourquoi pas tout un tas d'autres choses finalement? Le champ de données étant libre, on peut stocker n'importe quoi et donc du coup, ça ouvre la porte à n'importe quelle application. Et encore une fois, les applications, on voulait qu'elles soient sur une layer 2, comme on dit, telles que Lightning Network ou bien d'autres. Pourquoi pas? Donc, pour l'instant, il n'y a absolument rien d'inquiétant, puisque de toute façon, ça ne change pas comme ça du jour au lendemain la taille de la blockchain. Il faut qu'il y ait des blocs et des blocs et des blocs et des blocs qui s'accumulent. Comme vous l'avez vu, les 10 gigas de données du fait de OP Return en 2018-2019 ne se sont pas accumulés en 2 secondes. Et donc du coup, le réseau Bitcoin a le temps de réagir. Et peut-être que le réseau Bitcoin va devoir se mettre à jour et se mettre à jour rapidement pour que ce champ de données ne soit pas libre et pour qu'il n'y ait pas finalement tout et n'importe quoi qui soit stocké dans la blockchain Bitcoin. Donc c'est un choix technique et aussi un choix philosophique.
J'espère que vous avez compris les tenants et les aboutissants de cette news, du moins c'était l'objectif de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et également à me rejoindre sur Twitter, à me rejoindre sur Telegram. C'est sur Telegram où on a les discussions les plus passionnantes, pour être honnête. Et sinon, moi je vous dis à bientôt dans l'univers crypto.